Bonjour Thomas, Bonjour, Madame Marie. comment vas-tu? Très bien, ça Je suis va? heureuse de te retrouver dans notre émission. Cette émission du coup se nomme Qui gouvernera l'Afrique de demain? Mhm. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une émission où on va retrouver plusieurs personnalités qui vont pouvoir en fait mettre en œuvre leurs paroles par rapport à l'Afrique, tout simplement. Mhm. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Monsieur Thomas? Alors, Madame Marine, je commence par vous remercier de m'avoir encore une fois invité dans cette émission. Donc, vous venez de dire qui gouvernera l'Afrique de demain. Bien sûr. Ouais, merci beaucoup. Et je suis très honoré d'être là avec vous encore une fois. Et pour me présenter, donc, je m'appelle Thomas Naïmana. Je suis franco-rwandais. Et qu'est-ce que je dois dire? Donc, je suis actuellement président en exercice du gouvernement du peuple rwandais en exil depuis 2017 déjà. 5 ans maintenant, il faut penser à un second mandat. Et, en termes d'études, j'ai passé beaucoup de temps à étudier surtout la philosophie politique et le droit. Mhm. Et comme profession actuellement, je ne suis plus prêtre en exercice, mais je suis médiateur maintenant. C'est ma profession, c'est quelque chose qui me passionne énormément, D'accord. d'aider les autres à résoudre leurs conflits, les conflits familiaux, les conflits individuels, les conflits entre entreprises. Donc je suis un médiateur généraliste en fait. D'accord. En mettant quand même la religion au centre ou pas? La religion est toujours, les valeurs religieuses, la vie, oui, en rapport avec le Seigneur aussi, est très important pour moi. D'accord. Hmm. Ok. J'ai quelques questions à vous poser si ça ne vous dérange pas. Allez-y, madame. Alors que le Rwanda commémore aujourd'hui la 29e fois du génocide des Tutsis, comment appréciez-vous les efforts de Paul Kagame et son régime afin de réconcilier le peuple rwandais? Merci de poser cette question. Et j'aurais peut-être aimé solliciter une minute de silence pour toutes les victimes de ce génocide rwandais, si vous l'acceptez. Bien sûr. Merci. De rien. C'est vrai que j'étais en 90-94, j'étais jeune, j'étais encore à l'école secondaire, mais en 94, j'ai commencé déjà le grand séminaire en philosophie, donc j'avais 23 ans, 24 ans. Donc j'ai tout vu se passer en ce moment-là. Le génocide, il a été exécuté dans notre pays. Là, vous dites le génocide des Tutsis, comme le qualifie le gouvernement actuel rwandais. C'est vrai, les Tutsis, nous les avons beaucoup perdus dans nos familles aussi, dans ma propre famille. Ils ont été assassinés, on a vu ça. Mais je dois ajouter quelque chose. L'ONU, dans la résolution 955, quand elle a institué le tribunal pénal international d'Arusha, il ne qualifiait pas ce qui s'est passé au Rwanda comme le génocide des Tutsis. Il le qualifiait comme le génocide rwandais. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des Tutsis seulement qui ont été assassinés, mais beaucoup de Hutus aussi ont été assassinés. Et assassinés par qui? Par les Interahamwe qui assassinaient les Tutsis, mais par le FPR aussi, les soldats de Paul Kagame qui assassinaient beaucoup de Hutus et de Tutsis aussi. On a un cas actuellement d'un jeune professeur d'université qui s'appelle Karasira Aimable, qui est face au tribunal actuellement et qui rappelle à chaque fois, ne l'oubliez pas, j'ai perdu des membres de ma famille assassinés par les Interahamwe, mais l'essentiel des membres de ma famille, c'est le FPR qui est au pouvoir actuellement, qui les a assassinés. Donc je vous remercie d'avoir pensé à me poser la question parce que c'est la période d'avril où beaucoup de Rwandais, tous les Rwandais, repensent à ce qui se passe. Et s'est passé en 94, qui avait commencé en 90. Mais en même temps, il est temps de dire la vérité. Les Rwandais, ils sont fatigués. Donc, de faire des commémorations d'une partie des Rwandais. Donc, vous me posiez la question sur les efforts de Paul Kagame et de son régime pour pacifier le pays, pour réconcilier les Rwandais.
aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte qu'ils n'ont fait qu'attiser plutôt des divisions. Parce que, comme au niveau d'un pays, vous organisez des commémorations pour honorer les victimes d'inethnie seulement, alors que vous savez, en âme et conscience, que vous taisez forcément des milliers, des centaines de milliers de membres de l'autre ethnie que vous avez participé à massacrer aussi, alors vous comprenez qu'il n'y a pas de réconciliation là-dedans. Donc, Paul Kagame et son régime, ils n'ont pas réconcilié les Rwandais. D'accord. Ils n'ont fait qu'attiser les divisions en organisant des commémorations. Vous pouvez compter les années, ça fait 30 ans qu'on est dans des commémorations qui divisent, tout simplement, qui divisent, qui n'aident pas. Et à chaque fois qu'il y a ces commémorations, on replonge plutôt dans ce qui s'est passé en 1994, une partie de ce qui s'est passé, pour raviver les blessures, pour dire aux gens comment ils ont souffert, tout en sachant que c'est truqué et hautement politisé. Donc, j'appelle de tous mes voeux qu'on change de système, qu'on change de situation, que les Rwandais puissent avoir le droit de faire mémoire de toutes les victimes, comme ils le veulent, et d'arrêter ce cinéma, de diviser les gens en disant qu'il n'y a que les Tutsis qui ont été assassinés au Rwanda, c'est pas vrai. Vous avez fait dernièrement une émission où vous avez révélé des faits assez graves. Donc, comme quoi le président Paul Kagame avait installé un système mafieux pour piller à son profit la Banque centrale du Rwanda. Est-ce que vous confirmez du coup ces accusations? Est-ce que vous avez des preuves à cela? Alors, je pensais avoir fait l'émission en Kinyarwanda, je ne savais pas que, que d'autres pouvaient comprendre. Est-ce que nous avions dit pourtant en Kinyarwanda? C'est vrai que j'ai fait cette émission. On révéla ces faits très graves, comme vous dites, parce que nous avons découvert, et c'est des informations que je ne pouvais pas avoir. Donc, c'est des gens crédibles qui ont travaillé à la Banque nationale ou la Banque centrale du Rwanda, qui m'ont donné tout, c'est pas seulement raconté, ils m'ont montré même des documents, en termes de preuves, comme vous dites, que justement, et c'est vraiment incroyable d'entendre cela, le président Paul Kagame, qui est devenu président de la République en 2000, en évinçant son prédécesseur qui avait lui-même mis en place comme président, c'est Pasteur Bizimungu. Donc, en étant président, il a fait les nominations nécessaires. Il a nommé aussi un nouveau gouverneur à la Banque centrale ou la Banque nationale du Rwanda, comme elle s'appelle, du nom de François Kanimba. Et avec lui, ou avec son équipe, ils ont organisé un pillage incroyable de la Banque nationale. Et comment est-ce qu'ils ont organisé tout ça? En fait, pour que ce soit compris, Paul Kagame et son armée, le FPR, avaient tenté de piller la Banque nationale, même avant de prendre le pouvoir. Parce qu'ils étaient en guerre, donc ils voulaient financer la guerre. La guerre coûte cher. Donc, ils avaient tenté, en fait, d'introduire des faux billets avant donc, la prise du pouvoir pour que ces billets rentrent sur le marché rwandais et que comme ça, ils puissent financer la guerre. Ils ont tenté plusieurs fois. Je me suis informé auprès des autorités de la Banque nationale qui étaient là avant 1994. Ils m'ont confirmé que c'était vraiment de leur part une guerre acharnée contre ces tentatives d'introduire des faux billets qu'ils fabriquaient en Ouganda, en Somalie. D'accord. Je ne donne pas de détails en ce moment, mais j'ai trop de détails sur toutes ces tentatives. Il y a même des noms de gens qui ont été attrapés avec des billets qui tentaient de mettre dans le système. Mais la Banque nationale, en ce moment-là, était très vigilante. Elle a pu combattre ce fléau. Mais quand ils ont pris le pouvoir, alors ils se sont, comme je disais, Paul Kagame a nommé donc un nouveau gouverneur et ils se sont servis d'un service qu'on appelle triage. Ça s'appelle comment? Je peux vérifier un tout petit peu seulement. Et c'est le service qui s'appelle comptage et triage. C'est un service, donc il y avait deux services, je crois, le service de la caisse principale en dessous ou avec donc, le service comptage et triage. C'est un service qui s'occupe des billets abîmés, des billets de banque abîmés, et bien qu'on
qu'on retire de la circulation, mais qu'on remplace par après. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, j'allais dire, c'est intelligent d'avoir fait cela. C'est pas intelligent, c'est plutôt de la part d'un président de la République. C'est un banditisme de notre type. Donc, ils ont fabriqué des nouveaux billets, des faux billets en fait. Alors, par des machines qui étaient à Kampala et par des machines qui étaient au Rwanda, qu'ils avaient installées au Rwanda, à Milyogo plus précisément. Au moins, des personnes m'ont dit la machine qu'ils ont elles-mêmes visitée. Alors, ils ont fabriqué donc de nouveaux billets et après les avoir fabriqués, ils les brûlaient. Ils les brûlaient donc en partie et les ramenaient à la banque comme c'était des billets qui avaient perdu dans un incident, dans une incendie en fait. Et au service comptage, donc le service, comme je disais, comptage et triage, donc acceptaient ces billets comme des vrais billets mais qui étaient abîmés. Donc ils procédaient au remplacement. Alors, ils ont été jusqu'à me dire que toutes les semaines, ils amenaient 100 millions de francs rwandais à la banque, donc abîmés dans des situations comme des incendies, et se faisaient ces biens où la Banque nationale les remplaçait et donnait cet argent aux bénéficiaires. Et c'était la présidence de la République en ce moment-là qui bénéficiait de tout cela, la présidence, c'est pour Kagame tout simplement. Alors, ils m'ont donné des preuves, ils m'ont montré les gens qui signaient sur ces billets, ils ont même donné des noms des gens qui participaient à cette opération. Ils m'ont dit par exemple les noms de Jean-Marie Vianney, qu'on s'est nommé Mourokore, et Ernest Murego par exemple, qui travaillent toujours à la Banque centrale du Rwanda ou la Banque nationale du Rwanda. Ils m'ont parlé de quelqu'un qui a été assassiné, qui était très sage, qui était très bien, qui avait tenté d'arrêter son fléau, qui s'appelle Kagabo Vianney. On a fini par l'assassiner. Mais c'était concret, c'était vraiment concret. Alors, de 2005 à 2009, ils estimaient le vol à 50 milliards de francs rwandais. Donc c'est énorme. N'oubliez pas que c'est le président de la République qui est chargé de protéger les institutions du pays, notamment la Banque nationale, qui est en train de voler dans sa propre maison. Et ça, c'est incroyable. C'est inédit. Et ils n'ont pas fait que cela. Par après, donc, ils ont commencé par voler des billets en francs rwandais, mais par après, ils en ont profité. En fait, quand ils apportaient à la Banque nationale des billets comme ça, en fait, ils prenaient les devises plutôt. Ils prenaient les dollars et les euros, et comme ça, ils pillaient les devises de cette manière-là. Et quand j'ai fait cette émission, en fait, j'ai eu beaucoup de retours. Et les gens me disaient maintenant, on comprend. Ce qu'on voyait dans nos yeux, mais qu'on ne pouvait pas comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'aides qui ont été données au Rwanda dans la période, dans la décennie 2000, 2002, 2010. On aidait les rescapés du génocide, on aidait à la reconstruction du pays, donc je dis la communauté internationale, des millions et des millions de fonds qui sont plutôt de devises qui sont entrées dans le pays, mais qu'on ne voyait pas, on ne voyait pas ce que cet argent faisait, alors que les types volaient cela pour eux. Après, maintenant, on peut voir qu'ils ont acheté des biens aux États-Unis, en Europe, des maisons, des villas, des châteaux, des avions, donc voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons dénoncé cela. Mais ce qu'il y a de terrible dans tout ça, un président de la République qui pille la banque centrale du pays. C'est inédit. Bon, voilà pourquoi j'ai fait cette émission et c'est pas fini. Parce que après j'ai eu beaucoup d'autres données que je donnerai par après. Là, vous m'avez demandé si j'avais des preuves. Des preuves, j'en ai. D'accord. J'en ai. J'aurais pu vous montrer quelques documents, mais il y a des noms des gens qui ont signé là-dessus. Et je n'ai pas envie que ces noms sortent en ce moment, alors que l'enquête continue. Donc, mais si c'était nécessaire, je produirais ce que j'ai à ma possession au moins. D'accord. Et du coup, du fait que ces billets ont été brûlés, etc., c'est pour cela qu'il n'y a pas les banques comme les banques de Fonds monétaire international ou des choses comme ça qui se sont posées des questions par rapport à ces sous qu'on potentiellement... Alors, c'est très bien de poser cette question parce que les banques centrales sont contrôlées aussi
tout type est contrôlé par des institutions internationales. Chez nous, c'est surtout la FMI, donc le Fonds monétaire international, qui suit. Ils ne se sont pas posé de questions. Si, ils se sont posé des questions, mais c'est pour ça justement qu'en pillant la Banque nationale, au moins, il respectait les démarches, donc il n'allait pas seulement prendre de l'argent, donc il faisait ses procédures, par exemple, de remplacer des billets qui étaient abîmés, voilà. Donc il respectait les formes en fait, pour tromper les institutions internationales. Donc le Fonds monétaire international s'opposait beaucoup de questions parce que j'ai été demandé. Le Rwanda ne donnait pas les rapports. D'accord. Pendant longtemps, ils n'ont pas donné les rapports. Il y a même un jeune qui a été assassiné au Mozambique. C'est une autre histoire, ce n'était pas la Banque nationale, c'était une autre banque qui avait été pillée aussi. Et le Fonds monétaire avait tenté de contacter cette personne-là pour lui demander ce qui se passait. Le jour où il avait rendez-vous avec les agents du Fonds monétaire international, il a été assassiné au Mozambique. Donc, ils se sont posé la question. Le Rwanda ne donnait pas de rapport du tout à un certain moment. Après, et puis le gouverneur et les autres agents étaient très embêtés à cause de ça parce qu'ils ne voulaient pas donner le rapport. Bon, j'ai vérifié cela. Je sais qu'il y avait des problèmes et des difficultés par rapport à ces institutions de contrôler ce qui se passe au Rwanda. Voilà. D'accord, ok. Et une dernière petite question. Donc, quelles sont les échéances électorales? J'avais quelque chose à ajouter. Parce que les conséquences. Vous ne pouvez pas piller une banque comme ça. Le pays tombe en faillite, sinon ce n'est pas crédible. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pillé seulement le Rwanda en fait. Ils ont été aussi pillés le Congo à côté. Et c'est le Congo qui a donné au gouvernement de Kagame en fait de ne pas tomber en faillite tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette fois-ci, ils n'ont pas créé des faux billets du franc rwandais, mais ils ont créé des dollars américains qu'ils ont déversés sur le Congo. Le Congo à côté de nous, c'est un grand pays. Et le Congo a un problème particulier parce que depuis longtemps, sa monnaie nationale ne marche pas. Donc, ils utilisent des dollars américains, même pour acheter des bananes au marché. Et vous comprenez que quand les gens sont au marché, qu'ils utilisent, ils échangent des dollars comme ça, ils ont des dollars. Ils n'ont pas de machine pour vérifier si c'est des faux ou des vrais billets. Alors, le Rwanda en a profité pour déverser des millions et des millions de faux dollars sur le marché et acheter des biens, acheter de l'or, acheter des véhicules, acheter des terres, acheter du bétail, acheter tout ce qu'on peut acheter avec de l'argent. Et c'est ça qui a permis à l'économie du Rwanda de ne pas dégringoler carrément et simplement. Même si, évidemment, on a eu des problèmes actuellement. On peut voir la valeur du franc rwandais qui se perd tous les ans. L'économie n'est pas du tout consistante s'il n'y avait pas le Congo qu'on pillait tous les jours. Et quand le Congo, parce que ça s'est vu au Congo aussi, évidemment, vous ne pouvez pas mettre en circulation des billets de banque qui circulent éternellement. À un certain moment, ils retournent à la banque centrale et doivent. Le billet finit toujours par retourner à celui qui l'a émis, donc aux États-Unis ou sur le marché international. Et à chaque fois, on voyait que c'était des faux billets. Le Congo s'est rendu compte de ce fléau chez lui, mais vous pourriez me poser la question pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Justement, ils ont tenté de corriger ce problème, mais à chaque fois qu'ils commençaient à s'y mettre, la guerre éclatait à l'est. Donc le Rwanda organisait des rébellions pour attaquer le Congo, et le Congo depuis 30 ans est en guerre tous les jours, et ça empêche le gouvernement congolais de régler ce problème. Et c'est le Rwanda, c'est pas le Rwanda en fait, c'est Kagame et son régime qui en profitent toujours. Et là, vous pouvez comprendre qu'à chaque fois qu'ils envoient des militaires au Congo, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de budget national qui est voté au Rwanda pour la guerre. Il n'y a pas de camions qui apportent la nourriture aux soldats qui sont sur le front au Congo. Qu'est-ce qu'ils donnent? Des dollars, des billets de banque. Et c'est comme ça que je dis que ces biens sont déversés sur le marché congolais et que le Congo a du mal à pouvoir contrôler ça. Par contre, cela a abîmé énormément et continue d'abîmer l'économie congolaise. Et moi, je ne doute même pas que toutes les économies de la région sont abîmées par le fait que le Rwanda de Paul Kagame ne respecte pas les législations et les accords internationaux. Donc, si vous êtes un gouvernement et que vous créez de la fausse monnaie, évidemment, vous faussez toutes les économies de la région.
Et si on jette un coup d'œil du côté du Burundi, le franc burundais, il dégringole tous les ans. Et moi, je pense qu'il y a la main, il y a la main donc, du gouvernement de Kagame qui fonctionne comme une mafia réellement. Et il devait faire attention, en tout cas les gouvernements de la région, parce que le Rwanda ne respecte pas les contrats et les accords internationaux. Donc, le Rwanda de Paul Kagame, et Paul Kagame, son régime, est un problème. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui l'a qualifié de régime le plus cynique de l'Afrique. D'accord. Et c'est Wong qui vient de publier le livre de Michel, ou Michaela Wong, intitulé Rwanda, assassin sans frontières, enquête sur le régime de Kagame. Et ce Wong-là qualifie ce régime de régime le plus cynique d'Afrique. Et je pense que c'est le nom qu'il faut donner à ce régime. Il est vraiment le plus cynique, mais il est temps qu'on mette un terme à ce régime. Thomas, nous avons parlé du Congo. Est-ce que vous auriez un mot du coup à dire aux autorités congolaises? Alors, j'apprécie énormément le président actuel de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour tous les efforts qu'il fait sur tous les plans, sur tous les fronts. Il est sur tous les fronts pour, disons, le front militaire, parce qu'il y a la guerre à l'Est, le front économique pour relever son pays, le front démocratique. Il organise par exemple maintenant des élections pour l'année prochaine, et ça, j'aime bien. Et surtout, le président, il a dit publiquement, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau de la communication interne dans son pays, il a pu distinguer le vrai ennemi de son pays. Il a dit que le problème du Congo n'était pas le Rwanda et le peuple rwandais, mais Paul Kagame seul et son régime. Il a été même jusqu'à dire qu'il était prêt à soutenir le peuple rwandais pour qu'il se libère du joug de cette tyrannie de Paul Kagame. Et là, je profite de cette occasion puisque vous me posez la question pour lui dire merci et qu'on est plusieurs au Rwanda à lui dire vraiment merci parce qu'il nous a compris et que nous le soutenons aussi. Et je peux parler même au nom de l'opposition rwandaise et lui dire que nous voudrions vraiment être des alliés et des alliés fidèles. Parce que nous apprécions son combat pour la vérité et pour la paix dans la région. Et nous apprécions sa main tendue. Et nous sommes prêts vraiment à aider aussi, à participer au rétablissement de la paix dans cette région. Et puis, puisqu'on vient de parler de tout le bazar que le gouvernement rwandais et toutes les misères que le gouvernement de Paul Kagame fait au peuple congolais, nous disons, qu'est-ce que nous devons dire à ce peuple qui souffre tant à cause de cette guerre, à cause de ces vols et pillages de la part de ce régime rwandais. Nous disons à ce peuple que nous comprenons sa souffrance, que nous sommes de son côté et que nous sommes prêts vraiment à participer pour que ce problème soit résolu. Et comme disait le président congolais, je suis d'accord aussi que pour trouver une solution, il faut chasser le régime rwandais, il faut chasser le régime de Paul Kagame et mettre un régime pacifique au Rwanda, un régime qui collabore avec tous les pays de la région pour rétablir la paix. C'est ce que j'avais à dire au président congolais tout en lui souhaitant parce qu'il va à l'élection bientôt, donc de pouvoir gagner ses élections et continuer son action. D'accord. Donc, du coup, je reviens à cette dernière question que je voulais vous poser. Oui. Il y a des échéances électorales prévues au Rwanda l'année prochaine. J'aimerais savoir si vous comptiez retourner afin de pouvoir postuler aux élections présidentielles. Alors, je rêve toujours de ce moment de voir les Rwandais pouvoir participer vraiment à des élections présidentielles principalement. Parce que ce serait un moment, on voit ce qui se passe dans les pays voisins, qui ont l'occasion de participer vraiment à des élections et de choisir le président, de choisir les députés. Nous rêvons de ça. Et vous me demandez si l'année prochaine, je pense retourner au Rwanda aussi pour me présenter, comme j'avais tenté de le faire. Mais voilà, le problème, est-ce qu'il y a des élections au Rwanda? La compétition politique est interdite au Rwanda.
les partis d'opposition n'ont pas le droit de faire de la politique réellement. Donc l'espace politique est complètement verrouillé. Avant moi, d'autres ont tenté de participer à des élections. En 2003, Faustin Twagiramungu a tenté d'y aller. On sait ce qui s'est passé. En 2017, j'ai tenté moi-même d'y aller par 2 fois et j'ai été interdit d'accès au territoire national. Donc, s'il y avait eu cette possibilité d'aller participer, vraiment, j'aurais participé. Cette fois-ci, rien n'a changé, au contraire. L'espace politique est toujours fermé et c'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied pour qu'au moins on nous donne ce droit de pouvoir participer à des élections libres et démocratiques. Donc, je ne dis pas que je n'irai pas, mais nous nous battons pour que l'espace politique s'ouvre. S'il ne s'ouvrait pas, ça ne sert à rien d'aller participer à une parodie d'élection. Mais j'ose espérer que d'ici là, peut-être les choses auront énormément évolué. Sinon, je rêve vraiment de participer comme candidat à des élections présidentielles pour pouvoir donner aussi notre contribution à la reconstruction de ce pays. D'accord. Voilà ma réponse. Merci Thomas. Merci Madame Marie.